Mesdames, Messieurs, chers amis, suite aux événements tragiques dont a été victime le peuple allemand, le Conseil camerounais de transition, par ma modeste voix, présente ses condoléances les plus sincères au peuple allemand au travers de sa chancelière Angela Merkel. Aucune excuse au monde n'est assez valable pour justifier un tel acte de barbarie. Aucune excuse au monde n'est assez crédible pour justifier l'assassinat des êtres humains avec une telle barbarie. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie le terrorisme qui est en train de devenir l'un des maux les plus profonds de notre siècle. Ces actes qui visent à semer la terreur et le désarroi doivent donc être combattus avec vigueur. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons affaire à un ennemi commun. Il est malin. Il se dissimule parmi nous. Il nous infiltre. Il nous ressemble. Il ne porte plus la barbe. Elle ne se couvre plus la tête avec le voile parce qu'il ou elle s'adapte selon les milieux, étudie l'environnement avant de s'aimer la terreur comme un fauve, lorgne, guette, s'organise, se prépare avant de frapper. Et quand il frappe, il crée le carnage. On vous dira toujours qu'il était gentil. Il disait bonjour à tout le monde. Il aidait les personnes âgées. Il était sympathique. Il était doux comme un agneau. Mais il s'est radicalisé. À la fin, il a tué des gens, y compris des enfants. Il est allé dans une école juive. Il a tué des enfants, tout simplement parce qu'ils étaient juifs. Il est allé dans une école juive. Il a tué des militaires qui montaient la garde parce qu'ils étaient militaires. Il est allé dans une rédaction. Il a tué des journalistes. Il est entré dans une cathédrale. Il a enlevé la vie à un prêtre. Dans des métros, il s'explose. Dans la rue, dans des cafés. Partout, ces gens sèment la terreur. Ils veulent nous imposer la peur. Mais ils n'y arriveront pas. Partout, ils frappent sans peur. Ce qui est grave, d'après moi, c'est que quand on ne vous dit pas qu'il était gentil, on vous dit qu'il était fou. Il avait déjà été interné dans un hôpital psychiatrique. Il était pilote, mais il était fou. Il prenait des traitements. Et il a quand même réussi à faire exploser un avion dont il avait la responsabilité. À son bord, il y avait plus de 100 personnes à bord de cet avion. Mais il était fou. Il prenait un traitement. Le jour où on ne vous dira plus qu'il était gentil, mais qu'il s'était radicalisé avant de tuer. Et le jour où on ne vous dira plus qu'il était fou, mais avant même de devenir fou, il a réussi à tuer les gens. Mais le jour où on ne vous dira plus qu'il était fou, mais qu'il a quand même réussi à tuer les gens, et le jour où on ne vous dira plus qu'il était connu des services de police, il était sous contrôle judiciaire, il revenait de l'Irak, il revenait de Syrie et autres. Le jour où on ne vous dira plus tout ça, on vous dira qu'il était un homme normal. Oui, on vous dira enfin qu'il était un homme normal. On ne trouvera plus de prétexte. On vous dira qu'il était un homme normal. Et là, on se posera la vraie question, celle de savoir pourquoi. Pourquoi un homme normal s'est-il levé et tué les autres, ses semblables, de façon barbare? Alors là,
Le jour où on se posera cette question, pourquoi les personnes les plus éclairées de notre société, toute obédience confondue, soucieuses de l'humanité et du vivre ensemble et des droits de l'homme, sortiront des tables de travaux avec des bonnes réponses à mettre en application immédiatement pour l'intérêt des peuples. Le jour où nous nous poserons cette question-là, de façon sincère, de façon honnête, réelle et vraie, pourquoi un homme normal se lève, pose des bombes, tue ses semblables? Ça ne va pas tout justifier, mais nous aurons de bonnes réponses à ajouter à celles que nous avons aujourd'hui pour éradiquer cette nébuleuse qui tente de nous imposer la peur. Les hommes les plus éclairés de notre société, toute obédience confondue, s'asseilleront autour d'une table ronde. Et quand ils sortiront de cette table, ils sortiront avec des mesures à mettre en application immédiatement. Ça ne prendra pas plusieurs jours. Il n'y aura pas le balai des ministres des Affaires étrangères. Il n'y aura pas le balai des réunions diplomatiques. Ça se passera en 2 heures. Et ils sortiront de là avec des vraies solutions pour éradiquer ce mal qui gangrène notre société. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, chers amis, les responsables, n'attendez pas quand ils s'attaqueront à vos familles pour agir sérieusement. Prenez les bonnes décisions, les gars. Entrez dans l'histoire par la grande porte et du bon côté. Marquez l'histoire en prenant de bonnes décisions, parce que c'est le moment. Abraham Lincoln s'était levé un jour et a dit stop à l'esclavage aux États-Unis. Le général de Gaulle avait lancé l'appel de Londres. Nous connaissons la suite. Il est rentré dans l'histoire. Il a pris la bonne décision au bon moment. C'est ça un grand homme. Le président Chirac, Jacques Chirac, avait dit non à la guerre en Irak. Il est resté dans l'histoire comme l'homme qui avait dit non aux États-Unis. La suite, nous la connaissons tous. Parce que chaque Français, chaque Américain, chaque Africain, chaque Camerounais, chaque Allemand, chaque être humain est membre de la famille des humains. Fait d'abord partie de la communauté humaine. Notre préoccupation est de préserver les humains, d'aider les gens à vivre, de protéger les humains, quels qu'ils soient. On n'a pas besoin d'être un président de la République. J'ai vu en France, on donne des médailles aux enfants qui ont sauvé des gens en train de se noyer dans l'eau. On leur donne la médaille. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct d'un humain. On n'a pas besoin d'avoir des galons. On n'a pas besoin d'être président pour sauver une vie. Président, c'est qu'on a plus de moyens pour le faire dans son pays et ailleurs. Mais c'est notre responsabilité à chacun de nous de sauver une vie quand elle est menacée, de sauver les vies quand elles sont en danger. C'est notre première mission. Parce que pendant que vous vous tirez les chignons avec les postures politiques, écumer les plateaux de télévision, le terroriste se prépare. Il se prépare à la prochaine cible, à faire plus de victimes. Il se prépare à faire encore plus de victimes que celles de la première fois. Il faut qu'on parle du terrorisme, qu'on parle de lui, qu'on parle de cette nébuleuse, pendant que certains des nôtres qui ont la décision s'asseyent, font des commentaires, disent tout et n'importe quoi. Mais pendant ce temps,
Le terroriste, lui, ne réfléchit pas aux commentaires. Il vous regarde faire, mais il se prépare pour la prochaine cible dans la liste. C'est ça la différence entre les décideurs et les terroristes. Parce que le terroriste, lui, il a pensé avant. Il a pris le temps de réfléchir. C'est pour ça que tout récemment, nos amis français nous ont montré comment ce garçon a pris le temps d'aller louer la voiture. Il a pris le temps d'aller en place là, regarder comment ça se passe, inspecter, voir, filmer, envoyer les dernières photos à sa famille. Il s'est organisé plusieurs mois à l'avance, plusieurs semaines, plusieurs jours, mais il s'est préparé en conséquence. Il a un pas d'avance sur nous. Il a un pas d'avance sur les autorités. Pendant que nous faisons des discours, eux, ils sont dans l'action. Et c'est nous qui courons après les événements malheureux qui coûtent la vie aux nôtres. Non, messieurs, c'est nous qui devons créer des événements. C'est nous qui devons radier cette nébuleuse de cette société, rayer leur logiciel, les éteindre dans l'œuf avant même qu'ils ne commencent à penser terrorisme. Nous devons rayer cette bande-là. Et c'est possible, parce que ce n'est pas seulement une histoire de la France, une histoire des États-Unis ou une histoire du Cameroun. C'est un mal mondial qui veut déstabiliser la société pour des raisons que personne ne comprend. Et c'est ce que nous voyons en ce moment. Chacun tire la couverture de son côté. Chacun se lève, il tire sur François Hollande. Chacun dit tout contre François Hollande. Mais oubliant une chose, ce n'est pas un problème de François Hollande ou un problème de Nicolas Sarkozy ou celui de Barack Obama ou d'Angela Merkel. C'est surprenant. Ce n'est pas un problème de François Hollande. Non. Ce n'est pas un problème de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama ou d'Angela Merkel. Non. C'est un système qui est devenu obsolète, qu'il faut aussi éradiquer au même titre que le terrorisme que nous combattons. Il faut éradiquer cette façon de gérer les peuples. Il faut une véritable révolution politique africaine de la France. Il faut une véritable politique africaine de l'Allemagne, des États-Unis, de cette grande puissance-là vis-à-vis du Sud. Il faut une véritable révolution des relations Nord-Sud. Il faut une véritable révolution de la gestion des peuples. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose qui retient toujours mon attention. Parce que je me mets un peu, aujourd'hui, dans la peau des gens qui ont coupé les têtes des rois en France. Je me mets un peu dans la peau de ces gens-là actuellement. De me rendre compte que je suis un être humain et je ne suis pas en sécurité. Et ceux qui doivent prendre des mesures pour me mettre en sécurité ne le font pas assez. Pourtant, des solutions sont là, ce n'est pas des solutions qui manquent. Mais il faut tout simplement savoir comment les mettre en pratique et prendre les risques. Il y a aussi des sacrifices à faire. Hein. Ce n'est pas... il faut des sacrifices. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est vrai. C'est des sacrifices qu'il faut faire. Il faut s'attacher au cœur et prendre des bonnes mesures. Et là, quand je regarde ce qui se passe en France, dans mon pays, le Cameroun, ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe de l'autre côté, au Congo, chez Kabila, chez Denis Sassou Nguesso, ce qui se passe là à côté en Allemagne. Et quand je regarde ça, ça me ramène tout de suite à ceux qui étaient là avant nous, qui ont fait l'histoire de la Bastille, là où on a coupé les têtes des rois. Parce qu'ils en avaient assez. Ils ont décidé de couper les têtes des rois. Il ne faut pas s'en prendre. Voilà, on ne va pas s'en prendre, se tuer entre nous. Pourtant, il y a des gens qui sont là, qui doivent prendre des décisions. Prennent-ils de bonnes décisions? À un certain moment, le peuple qui est victime là, j'ai suivi les Français déjà en train de se poser la question, mais à un certain moment, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? On veut bien comprendre les discours, baissons les drapeaux.
chantons les hymnes. 1 minute de silence. Déposons les fleurs. Allons consoler des personnes. Oui, on était à Nice. Après, on était à Paris. Après, c'est le prêtre qu'on a encore égorgé. Après, on va passer tout le temps à faire que ça. À un certain moment, le peuple va se poser la question, ok, il va falloir prendre des bonnes décisions. Parce que les décisions là sont là. On ne va pas voter de nouvelles lois tous les jours. Il faut les appliquer. Celles qui sont déjà là. Il faut appliquer ces lois-là parce qu'il ne faut pas aller chercher très loin. Pourquoi les peuples doivent toujours être des victimes? Parce qu'il y a, si vous voulez ma position, il y a un terrorisme dont on ne parle pas assez. On parle de ça quand ça attire l'intérêt de certaines puissances. On nomme un, parce qu'ils sont plusieurs têtes. On nomme un, comme ça s'est passé avec Kadhafi. Ce n'est pas Patrice Lumumba qui le dit, le président Wade aussi, il était président, c'est lui qui le dit aussi. Hein. Pour réaffirmer ma position sur la lutte anticolonialiste et même sur la domination post-indépendante. Dans ce cas particulier, valait-il mieux laisser le dictateur qui était là, qui avait commis beaucoup de crimes, et les crimes de Kadhafi, je suis le seul en Afrique à en avoir parlé. Le Corby, faire sauter un avion dans lequel il y avait des femmes et des enfants, faire sauter l'avion d'UTA en tuant des Africains, dont un Sénégalais. Je suis le seul. Alors, cela veut dire que, même si j'ai de bonnes relations avec un chef d'État comme Kadhafi, il y a des choses qui sont inacceptables. Alors, le même Kadhafi a amené la guerre en Afrique, en Ouganda, au Tchad. Et en quoi faisant? Tous les jeunes Africains qui essaient de traverser le désert, quand on les prenait, quand ils arrivaient sur le territoire libyen, on les embarquait dans l'armée islamique. Et c'est cela qu'il envoyait faire la guerre à d'autres États. Alors, cet homme-là, en vertu de moi, je ne peux pas le défendre. Kadhafi était un terroriste qui formait des personnes, qui interpellait toutes celles de ceux qui traversaient, passaient par son pays pour partir. On les interceptait en route, là, en chemin. On faisait des terroristes pour aller attaquer d'autres pays. Mais est-ce qu'il n'y a que Kadhafi? Il n'y a pas que Kadhafi. Parce qu'il y a un terrorisme étatique qui existe. Ce terrorisme est incarné par certains présidents africains bien connus. Il y a plusieurs formes de terrorisme. Mais il faut commencer quelque part. Il ne faut pas seulement aller bombarder de l'autre côté. Il y a aussi une stratégie à mettre sur pied. Les terroristes se sont préparés à faire le carnage qu'ils sont en train de faire dans le monde aujourd'hui. Mais il y a plusieurs façons de combattre le terrorisme. Il y a le terrorisme étatique qui est incarné par certains chefs d'État africains, notamment dans mon pays, le Cameroun, par Paul Barthélemy Biabin-Vondo. 3 647 000 morts depuis 34 ans qu'il est président, jusqu'à aujourd'hui. Et ces morts dont je vous parle n'étaient pas malades. C'est des gens qui ont été assassinés chez eux, comme les émeutes de 2008, le commandement opérationnel, 3 000 morts. Vous avez travaillé dans le cadre du commandement opérationnel. C'était quoi le commandement opérationnel? Oui, le commandement opérationnel était tout juste pour ne pas avoir de divulgation de banditisme dans le pays. Et ça consistait en quoi? Qu'est-ce qu'on faisait au commandement opérationnel? Oui, le commandement opérationnel, c'est toujours on reçoit les ordres, on vous met sur le terrain. On arrive sur le terrain, sur le renseignement. Et quand on arrive, on sait que voilà le groupe, voilà un terrain localisé pour le vol, pour le voleur. On arrive, on le saisit. Et quand on vous prend, on vous amène peut-être à Bonabéry ou sur la route de Moutengne, là. On vous finit là-bas, à bout portant. Et est-ce que vous étiez parmi les gens qui tiraient? Mais j'étais dans la section de tireurs. Et est-ce que par soir, il y avait plusieurs sections qui agissaient ou il y avait une seule section par soir? Oui, il y a une section d'alerte qui protège, qui garde ceux qui sont en cellule.
une section uniquement pour accompagner, pour aller, une section pour aller là où on fait le tir, pour on tue les gens, une section, qu'est-ce qu'il y a? Une section pour balancer les gens dans le fossé. Une section, normalement une section de tir, uniquement, pour effectuer ce travail. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de personnes que vous avez fini comme ça? Oui. Tuer, moi je note, normalement, il n'y a pas moins de 400 personnes qu'on a tuées. Hein. Est-ce qu'il y en a qui vous proposent de l'argent pour vous dire, bon, ben, je vous donne de l'argent pour me libérer, vous ne me tuez pas ce soir? Est-ce qu'il y en a qui essaient de sauver leur vie quand même? Oui, il y a quand même d'autres qui donnaient de l'argent et ont refusé de le prendre l'argent. Et il y a d'autres qui prennent, surtout les gendarmes, ils prennent de l'argent. Et quand ils prennent de l'argent, ils les tuent quand même ou quand ils prennent de l'argent? Et quand on prend l'argent, on te finit toujours. On te tue. Quand vous venez d'exécuter des gens, Oui. comment est-ce que vous vous sentez? Mais quand vous exécutez quelqu'un, vous êtes en joie. S'il y a même moyen, je veux que ça s'ajoute pour que je travaille bien. Et à la fin des exécutions, souvent, qu'est-ce que vous faisiez? À la fin de l'exécution, on est content, on est en joie, on chante, on raconte que ben, voilà, un salopard, il se disait qu'il est costaud, il est fort. Le voilà, il est où? L'autre, on se bouscule un peu, là, tout et tout. Alors, c'est ça. Et si le repas est prêt, on nous donne, avec un peu de vin rouge, tout et tout, le whisky, on boit un peu, on dit, bon, le chef vient, il nous apprécie, il fait le commentaire avec nous, on rit. On dit que bon, il nous a aimés. Et demain, il nous dit que bon, demain, s'il y a quelque chose encore, bon, c'est comme ça que je veux que vous agissez sur le terrain. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Frappez-moi les gens comme je vous donne les ordres. On les frappe. Des Français qui ont été égorgés au Cameroun, des prêtres français qui ont été égorgés au Cameroun, des sœurs françaises qui ont été égorgées au Cameroun, tuées au Cameroun, dans la région du président de la République. Aucune enquête n'a jamais eu lieu. Les enfants sont assassinés au Cameroun. On trouve des filles égorgées. Les 12 filles de Mimboman, en plein Yaoundé, personne ne parle. Alors, qu'attendez-vous que les survivants vont devenir? Personne ne parle. On regarde ça comme ça. C'est normal. Le monde entier a des radars. J'ai vu bombarder une colonne des camions de l'État islamique qui étaient en train de se déplacer. Les radars, les satellites américains les ont repérés. Je ne sais pas comment. Ils ont tous été fusillés. Boko Haram est là au Cameroun, quelque part, là, dans une région du Cameroun. Ils ne sont pas en Asie et viennent frapper au Cameroun. Ils ne sont pas, je ne sais pas, en Chine et viennent frapper au Cameroun. Ils sont dans la région, là, entre le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Si les chefs d'État qui sont là, qui sont eux-mêmes aussi des terroristes, n'arrivent pas à faire leur travail, il faut prendre des mesures pour que les peuples-là ne viennent pas ici devenir des terroristes. Parce que des terroristes qui ont attaqué la France, l'Allemagne et les autres pays du monde, y compris ceux de Boko Haram,
au Cameroun nous amène à croire que la lutte la plus efficace contre le terrorisme ne devrait pas être seulement militaire, mais également contre les sources du terrorisme. On ne va pas seulement bombarder, mais il faut aller voir là où le terrorisme est né. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ces enfants deviennent des terroristes au Cameroun? C'est le président de l'Assemblée nationale du Cameroun même qui le dit, Kavaye Djibril. Les Camerounais sont devenus des terroristes parce que les richesses sont mal partagées, confisquées par une élite. Celui qui vous parle s'appelle Kavaye Djibril. Il a dit à Claude Batulon, le président de l'Assemblée nationale française, il a parlé devant son homologue de la Côte d'Ivoire. Il a dit aux Camerounais, dans une vidéo, nos enfants ont rejoint Boko Haram parce que les richesses sont mal partagées. Et ce monsieur travaille avec Paul Biya depuis l'âge de Jésus-Christ et de Mohammed. Ils sont ensemble. Et nos amis américains comprennent ça. Nos amis français comprennent aussi ce langage-là. Angela Merkel comprend aussi ce langage-là. Mais est-ce qu'on va se résoudre tout simplement à vivre des choses comme ça et croiser les bras? Il faut prendre des mesures. En plus des instabilités désastreuses créées dans beaucoup de pays par des puissances mondiales, des pays détruits qui deviennent vite des foyers du terrorisme international. Il faudrait éliminer les océans de misère, mes chers amis, mes chères mesdames, messieurs. Oui, nous avons affaire à un malade dont il y a plusieurs spécialistes. Il y a ceux qui vont traiter le crâne. Il y a des chirurgiens. Il y a des masseurs. Il y a des kinés. Il y a des dentistes. Donc chacun doit prendre sa part sur ce malade qui est couché, qui s'appelle le terrorisme. C'est un mal qui nous gangrène. Et donc il y a des spécialistes. Ces spécialistes-là, chacun doit faire son travail. Il y a le travail pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, il faudrait éliminer ces océans de misère que certains dirigeants dictateurs installent dans leur pays, notamment en Afrique et au Cameroun, car de tels pays de misère se transforment vite au pays producteurs des terroristes. Angela Merkel, la chancelière allemande, le sait très bien. Elle, qui a généreusement lancé et laissé entrer des immigrés dans son pays. C'est une bonne solution, mais une solution d'urgence et temporaire. Parce que la solution pérenne est ailleurs. Les lieux de désespoir humain devraient devenir ceux de focalisation de l'intervention humanitaire des puissances mondiales. Les immigrants économiques fuient généralement les lieux de désespoir que leurs terroirs et pays sont devenus. Certains d'entre eux voient comme un paradis terrestre les États-providents comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse, la Belgique. Certains autres voient la France comme l'ennemi ayant soutenu le dictateur qui a transformé leur pays en lieu de désespoir. Et là, ils en ont ici. La première catégorie se transforme en travailleurs, modèles. Une fois en France, ils respectent les lois. Ils respectent tout. Tandis que la deuxième catégorie entre en France pour la combattre en tant que terroriste. La troisième catégorie est générée par les lieux de désespoir présents sur le sol français. La lutte
pour la sécurité sera certainement efficace, mesdames, messieurs, quand elle se concentrera sur l'élimination des lieux de désespoir. Je ne vais pas assez le dire, ni le répéter. Les lieux de désespoir. Mesdames, messieurs, chers amis. Les lieux de désespoir pilulent partout en Afrique. Il ne faut pas cantonner les peuples comme ça. Ça devient des bombes de destruction massive. Non seulement contre eux-mêmes, mais aussi contre les autres. C'est pour ça que ces bombes-là deviennent maintenant des bombes qui marchent. On ne sait pas, vous êtes avec un ami comme ça, vous marchez. Vous vous promenez, après vous dites que non, mais on vous apprend qu'il s'est explosé dans un café, il s'est explosé dans un McDonald's, il s'est explosé dans un bar, il s'est explosé dans un train. Tu dis, mais on marchait ensemble. Vous ne savez même pas quand est-ce qu'il s'est radicalisé parce qu'on ne sait pas ce que les gens pensent, parce que les gens souffrent. Qu'est-ce qui se passe? Posons-nous cette question. Mais on s'est rendu compte en regardant. C'est bête, mais en observant quelque chose, je me suis rendu compte que l'État islamique est la seule organisation au monde qui, en 4 semaines, réussit à vous faire détester votre vie et celle des autres. 4 semaines. Renverse votre cerveau. Vous amène à détester votre propre vie. Par conséquent, on vous amène aussi à détester la vie de votre voisin, avec qui vous riez hier, vous vous explosez pour le tuer. L'État islamique a réussi le contraire de ce que le gouvernement n'a pas pu faire de vous en 22 ans, 23 ans, 24 ans. C'est-à-dire, vous faire aimer la vie, vous faire aimer vous-même, et vous faire aimer le prochain, votre semblable. Le gouvernement n'a jamais réussi à vous faire aimer votre vie et respecter celle des autres. En 22 ans, vous avez 22 ans, 23, 24, 25 ans, vous allez vous exploser. C'est bête. Vous allez vous faire exploser en 4 semaines parce que le gouvernement en 23, 24 ans n'a pas réussi à vous faire aimer la vie. Mais une organisation terroriste vient vous faire aimer la mort, vient vous imposer la mort. Et vous impose aussi la mort de vos compatriotes. L'État islamique va vous dire d'aller vous faire exploser. Et exploser avec votre semblable. Et vous irez au ciel trouver les vierges. Ce n'est pas le lieu du rire, mais je ricane. C'est un rire moqueur. Vraiment, c'est totalement imbécile et bête qu'on vient vous faire comprendre que allez vous faire exploser. Et pour vous faire exploser, n'explosez pas tout seul. Non. Explosez avec 10, 30, 50, 150 personnes. Faites autant de morts. Vous irez au ciel retrouver des vierges. Vraiment, voilà des coincés, des malades mentaux qui n'arrivent déjà pas à draguer les prostituées dans la vie régulière, normale, mais veulent aller au ciel draguer les vierges. Mais moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui se promène dans la journée tous les jours, n'arrive pas à draguer une fille normale qu'il voit. Mais on lui dit que va tuer les gens, mais tu iras draguer, tu trouveras des vierges qui t'attendent là-bas. Dites-moi sérieusement, vous qui passez votre temps à vous faire exploser, vous avez un problème dans votre crâne, dans la tête. Vous avez un véritable problème. Vous êtes des malades mentaux. Vous n'êtes pas des êtres humains normaux. Je prends le dernier exemple. Quelle est la vierge qui sortira avec un homme qui a une maladie sexuellement transmissible? Mais dites-moi sérieusement. Franchement, je ne comprends pas.
Quelle est la Vierge que vous allez trouver au ciel qui va accepter aller sortir avec un homme qui est porteur d'une maladie sexuellement transmissible? Je vous pose la question là parce que le malade mental de Nice, comme le disent les journalistes, celui qui a fait tuer des gens à Nice et qui a écrasé des gens à Nice, avait une infection grave, comme disent les journalistes français. Voilà quelqu'un qui va aller trouver les vierges pour aller les contaminer les maladies sexuellement transmissibles. Il est malade sur terre, il va aller au ciel transmettre les maladies aux vierges. C'est totalement... Mais soigne-toi d'abord, Coco. Soigne-toi. Soigne-toi avant d'aller chercher tes vierges. Mais on ricane, mais c'est grave. Il y a un véritable mal qui gangrène notre société. Nous devons prendre soin de nos jeunes. Nous devons prendre soin de nos banlieues. Nous devons prendre soin de nos cités. Il faut rééduquer la jeunesse. Il faut l'intégrer dans la société. Tout être humain est utile, est valable. Il ne faut pas délaisser ces enfants qui deviennent bêtes comme ça, en plein air. Tu abandonnes tes parents, tu abandonnes ta soeur, tu abandonnes tes enfants. Parce que tu vas dans un monde où tu ne connais personne. Où d'après toi, il existe un ciel quelque part. Où il y a des vierges qui t'attendent avec des robes blanches. Et toi, tu viens là avec la maladie, tu viens de leur transmettre la maladie. Tu n'arrives pas à draguer les prostituées en route là-bas en Suisse, là où il y a l'université des prostituées en Suisse. Tu n'arrives pas à aller là-bas ou alors aller je ne sais pas où. Hein. En Hollande, là-bas, on trouve les prostituées dans les vitrines. Va même là-bas, tu prends une fille, tu te fais plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se promène dans la tête de ces enfants. Moi, je ne comprends pas. Mais quand on a compris, on adapte les solutions que nous avons en main. Parce que les gouvernements ont tout. Toutes les solutions sont là pour remédier à cet état de choses. Mesdames, Messieurs, chers amis, il est temps d'agir ensemble. Ce n'est pas un combat à mener tout seul. Parce que c'est ensemble que nous devons trouver des bonnes solutions pour combattre cette nébuleuse. Et nous avons des solutions. J'ai des solutions. Sans prétention aucune. La France fait un travail considérable. La Belgique aussi. L'Allemagne. Mais il n'y aura jamais assez de personnes pour combattre un mal qui est connu, mais qui est malin, qui est invisible, qui nous infiltre, qui nous intègre, qui copie nos habitudes, qui nous regarde faire pendant qu'on ne le voit pas. Il est avec nous, il nous voit, il connaît ce que nous pensons, mais nous ne connaissons pas qui il est. Mais il est avec nous. Nous ne serons jamais assez pour combattre. C'est pour ça que nous devons utiliser tous les moyens, toutes celles et ceux qui sont volontaires pour cette lutte doivent être intégrés. Mais il y a aussi parmi nous ceux qui ont la décision, qui sont les terroristes. Et là, c'est le premier travail qu'il faut faire. Détecter, les attraper. Ceux des dirigeants qui sont des terroristes, les éloigner normalement de cette lutte pour faciliter le combat avec les terroristes. On ne peut pas lutter avec des gens qui sont là, qui donnent des informations aux terroristes dans votre équipe. Dans l'armée, on vous bute, on vous laisse là et on continue le combat quand on se rend compte que vous êtes un traître. Et dans cette lutte, il y a des traîtres. Le terrorisme est un ennemi commun qui a plusieurs formes et différentes revendications. C'est en unissant nos forces que nous vaincrons. C'est en unissant nos forces que nous gagnerons la guerre contre les fanatiques. C'est en unissant nos forces que nous gagnerons cette guerre contre le terrorisme qui veut nous imposer son rythme. Il y a des possibilités de le vaincre. C'est l'union qui fait la force. Mesdames, Messieurs, j'espère qu'ensemble, nous allons donc faire cette union parce que nous appartenons à une seule communauté, mes chers amis, la communauté des humains. Aucune fierté de voir
un Français mourir parce qu'il a été exposé par un terroriste. Aucune fierté ne me viendra à l'esprit de célébrer parce qu'un Allemand est au carreau. Aucune fierté ne me viendra à l'esprit de voir le carnage qui se passe dans mon pays, le Cameroun. Le Cameroun est victime d'un double terrorisme. Le terrorisme de ces soi-disant États islamiques et le terrorisme étatique de Paul Barthélémy Biapi et son gouvernement qu'il impose à son peuple, le peuple camerounais. Donc il est temps, mes chers amis, de voir un peu plus loin comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons combattre ce terrorisme. Et c'est ensemble que nous vaincrons, avec la volonté de tous et de chacun. En attendant, le combat continue.